Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, en cette journée mondiale du refus de la misère, où la première place est offerte à ceux qui d'ordinaire sont les derniers, j'ai voulu adresser un message de solidarité. À ceux qui sont confrontés chaque jour à des conditions de vie difficiles, à ceux qui connaissent le froid, la solitude, la faim, je voudrais du fond du cœur, en tant que chef de l'État, dire mon amitié. Je voudrais dire, en tant que président de la République, qu'il n'y a pas de honte à être démuni. La seule honte, c'est celle qui consisterait pour notre société à oublier la signification du mot fraternité. La fraternité, ce n'est pas un dogme, c'est une espérance. La fraternité ne commence pas avec la charité, avec l'assistance. La fraternité, c'est la solidarité, c'est la compréhension et c'est avant tout le respect. La fraternité, c'est être avec les personnes, c'est être avec ceux qui ne gagnent pas assez pour loger leur famille, c'est être avec les veuves qui ont travaillé toute leur vie mais qui n'ont pas assez pour vivre décemment. La fraternité, c'est d'être avec les victimes. C'est d'être avec les prisonniers quand les conditions de détention sont indignes. C'est d'être aux côtés de tous ceux qui ont besoin d'être accompagnés pour trouver un emploi, une activité, pour s'en sortir, pour ne pas être condamnés à l'échec, tout simplement pour se sentir, non pas intégrés, mais avoir une chance d'être un jour intégrés. À chacun, je veux dire que dans toute larme s'attarde un espoir, que chaque homme ne porte en lui que son avenir, et que pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Il n'y a rien à rajouter à ce qu'en disait Saint-Exupéry. Telle est ma conception de la politique. Telle est l'ambition fraternelle du projet sur lequel les Français m'ont élu. Ce n'est pas rien d'avoir été élu. J'ai été élu sur un projet, je le mettrai en œuvre scrupuleusement. Et je veux que cette ambition que j'ai portée soit partagée pour qu'elle devienne le projet de tous, comme j'ai voulu un gouvernement rassemblé dans sa diversité, avec Christine Boutin et Martin Hirsch à mes côtés, parce que pour mettre en œuvre de grands projets, il faut une grande majorité, et cette majorité doit faire la place à ceux qui sont différents. Je suis donc heureux de m'exprimer en cette journée devant vous. Vous représentez les forces de la nation et nous aurons l'occasion de parler de l'avenir du Conseil économique et social, sur lequel je peux moi aussi avoir des propositions à faire et des idées à présenter. L'immobilisme, le conservatisme, ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon tempérament, ce n'est pas mon habitude, ce n'est pas le mandat que j'ai reçu des Français. Dans un message adressé de Londres le 1er mai 1943, à l'occasion de la fête du travail, le général de Gaulle déclarait « Quand viendra la victoire, la patrie reconnaissante devra et saura faire à ses enfants, ouvriers, artisans, paysans, un sort digne et sûr d'abord, et ensuite la place qui leur revient dans la gestion des grands intérêts communs. » C'était là le véritable acte de naissance de votre institution. Et c'est bien toujours là votre mission, assurer la participation des différentes catégories professionnelles à la politique de la nation. Et la force de votre Assemblée, c'est encore aujourd'hui d'être composée de femmes et d'hommes qui, au travers de leur activité professionnelle ou associative, pressentent les questions qui sont à l'œuvre dans la société avant même que le débat ne se cristallise au plan national. Dans ce rôle d'éclaireur, votre Conseil s'est tout particulièrement illustré en faisant émerger la question majeure de l'exclusion. Parce que ces lieux, je les ai choisis, pas par hasard, mais parce que ces lieux sont chargés d'une histoire. Une histoire, Monsieur le Président, que nous avons tous présent à l'esprit. C'est ici qu'en 1985, une mission sur la précarité économique qui inspira de profondes réformes fut confiée au père Wresinski, celui qui fut le fondateur
d'ADT Carmonde, qui voit sa vie aux héritiers de ce que certains, déjà en 1789, appelaient le quatrième ordre, et que lui présentait comme une population aussi difficilement identifiable qu'elle est éternelle dans le temps. C'est ici qu'en 1995, une grande résistante, une grande femme tout simplement, Geneviève Antonios de Gaulle, a fait entrer son combat contre la misère dans les politiques publiques. Elle demanda que les plus démunis soient assurés, je cite, que notre pays se remettra sans cesse en question, croyant que les droits fondamentaux ne seront pas effectifs pour tous. L'immobilisme, c'est d'abord les plus pauvres qui le payent. Et je veux dire en cette veille de grève que le conservatisme et l'immobilisme, c'est ceux qui n'ont aucun statut qui le payent d'abord. Réfléchissons bien à ce message qui était porté à sa manière par cette grande femme qui était Madame Geneviève de Gaulle Antonios. Ces paroles, elles résonnent encore dans ces murs. Qu'il me soit permis aujourd'hui d'y joindre les miennes. À tous ceux qui vivent dans l'angoisse de la pauvreté, de l'exclusion, du déclassement, à tous ceux qui vivent avec au ventre la peur de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir habiller ses enfants, je veux leur dire que la France ne les abandonnera pas. Je veux dire qu'il est inacceptable que 7 millions de personnes vivent en France sous le seuil de pauvreté et qu'il est inadmissible qu'un ménage français sur 8 vive avec un revenu insuffisant.